Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Alors dans cet épisode, je reçois Damien, qui est généalogiste successoral, ou plus communément appelé chasseur d'héritiers. Alors juste un petit rappel, il s'agit de la seconde partie de l'interview, donc évidemment je peux que vous inviter à écouter d'abord la première partie pour avoir une vision complète de son métier. Et si c'est déjà le cas, je vous souhaite une très très belle écoute. N'oubliez pas, si l'épisode vous plaît, de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts et encore mieux un avis s'il vous plaît, et surtout partagez l'épisode avec votre entourage. Allez, c'est parti! Je voudrais juste revenir un peu sur les... Je sais que tu peux être amené en fait à beaucoup bouger, te déplacer et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément au démarrage quand on connaît pas ton métier, mais évidemment que tes héritiers, et tu l'as très bien dit en introduction, les gens bougent, les gens migrent et donc forcément quand tu dois remonter dans les histoires familiales, tu peux être amené à partir à l'étranger. Est-ce que ça t'arrive souvent et qu'est-ce que ça implique de différent quand tu dois aller partir, je sais pas, au Vietnam, dans le Maghreb, etc. Alors, moi, je suis une personne qui a un goût pour l'aventure et c'est source de bonheur pour moi, ces déplacements. Enfin, du moins, les déplacements lointains. Alors, c'est vrai qu'on pourrait toujours s'organiser pour moins se déplacer parce qu'on pourrait faire appel à des personnes sur l'étranger qui pourraient prendre leur relais. Il y a deux raisons à ces déplacements. Il y a la recherche proprement dite et il y a la liquidation du patrimoine. La recherche, c'est le fait d'aller chercher des héritiers à l'étranger. C'est l'hypothèse de personnes qui sont venues vivre en France et qui avaient des origines dans un pays étranger. Bon, en France, par exemple, on a beaucoup de personnes qui sont venues d'Afrique du Nord. On parlait du Vietnam, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées aussi de cette région. Donc, régulièrement, dans nos dossiers, on a des déplacements à l'étranger, avec parfois des équipes qui nous secondent sur place. Les déplacements peuvent être occasionnés aussi par la liquidation du patrimoine. Alors moi, j'ai un exemple que j'aime bien raconter, parce que c'est quelque chose quand même qui était assez amusant. C'est que je suis allé au Costa Rica une fois, parce que mon défunt était un légionnaire qui est décédé à la retraite à San José, capitale du Costa Rica. Il avait fini sa vie là-bas, il était retraité et pour gagner un peu d'argent, il avait acheté un hôtel qui s'appelait El Frances, et c'était un hôtel de passe. Alors, ce monsieur décède au Costa Rica, le consul de France là-bas est un peu embêté, il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas de testament, et il renvoie le dossier au notaire de son lieu de naissance dans la Sarthe, c'est à Mézeray. Et là, j'ai retrouvé 2 neveux et nièces qui n'avaient jamais connu leur oncle. Mon défunt était parti à 18 ans de chez lui en claquant la porte, il n'était jamais revenu. Et ce monsieur avait un frère qui était prédécédé et qui avait laissé 2 enfants, qui étaient agriculteurs dans la Sarthe. On ne savait pas exactement ce qu'il y avait au Costa Rica. On savait qu'il y avait un hôtel, mais on ne connaissait pas sa nature. Les héritiers m'ont demandé, pour liquider la succession, de partir là-bas, pour organiser la liquidation de la succession. Et quelle surprise j'ai eue quand j'ai eu à vendre un hôtel de passe pour pouvoir régler la succession. Donc ça fait partie des dossiers atypiques. Mais c'est des dossiers qui sont extrêmement enrichissants parce que derrière des déplacements comme ça, il y a beaucoup de rencontres. C'est des horizons différents qui se dessinent et c'est toujours un grand plaisir de traiter des dossiers aussi exotiques. Mais ça touche du doigt aussi un autre point que je voulais te demander, en fait, c'est que il faut quand même avoir une certaine connaissance de l'histoire. Je dis ça et je vais citer un exemple. Je crois qu'à un moment donné, dans une des histoires du bouquin, vous êtes amené, alors je ne sais pas si c'est toi ou un confrère, à chercher des gens en Pologne. Et puis vous vous apercevez qu'en fait, vous les cherchez en Pologne du Sud, alors que finalement, en potassant un peu l'histoire, vous apercevez qu'à cette époque-là, il y a eu un gros mouvement et qu'ils ne peuvent pas être en Pologne du Sud. Ils sont assez logiquement en Pologne du Nord, je crois, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Bref, en tout cas, ce que ça illustre, c'est que pour vous aider dans vos recherches, vous avez besoin en fait de maîtriser un peu les grandes époques de l'histoire et les grands mouvements. Autant on peut à peu près, je dis à peu près, et je me classe pas trop dedans, maîtriser l'histoire française, mais quand tu pars au Vietnam, quand tu pars dans d'autres pays, là il faut maîtriser ces histoires propres de ces pays-là. On peut pas dire qu'on nous l'enseigne énormément dans nos études. Est-ce que ça veut dire que... c'est ça qui doit être palpitant, c'est que tu rentres aussi dans ces histoires de ces pays-là. Est-ce que tu t'appuies justement sur des confrères locaux et de quelle nature ils sont, en fait, ces confrères? Alors, l'importance de la connaissance de l'histoire, elle est très grande dans notre métier. C'est pas simplement la grande histoire, même si la grande histoire a forcément une incidence sur l'évolution des familles. Je prends la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ça a marqué chacune de nos régions.
Il y a eu, et ça va aussi dans les histoires personnelles. Moi, je travaille notamment sur la Normandie. C'est pas rare d'avoir des jeunes femmes à l'époque qui sont tombées amoureuses de soldats allemands et ça a eu une incidence sur la vie des familles. Mais il n'y a pas simplement la grande histoire qui a une importance, il y a la petite histoire locale. Je vais donner un exemple. Tous les chercheurs, tous mes collègues sur mon secteur connaissent la date d'ouverture des maternités. Parce que lorsqu'on cherche une naissance, les choses vont changer à partir du moment où la maternité va exister ou pas. Avant, on accouche à la maison, donc on va chercher la naissance, le lieu de vie de la famille. Alors que quand il y a une maternité qui s'est construite à 15 ou 20 km, on va aller accoucher à la maternité. Ça veut dire qu'on ne va pas orienter nos recherches de la même façon. Quand vous avez une personne qui disparaît, une famille qui a été établie depuis des dizaines d'années, voire des siècles même, sur un même endroit, et vous vous rendez compte à un moment qu'elle disparaît, et vous devez poursuivre la recherche de cette famille pour pouvoir avancer dans votre dossier. Mais il faut vous mettre dans la peau de la personne ou de cette famille sur laquelle vous travaillez. Par exemple, on est dans les années 30, je sais pas, il y a le phylloxéra, on est dans le Maine-et-Loire, c'est un champignon qui a touché les vignes. Il y a beaucoup de viticulteurs qui ont mis la clé sous la porte à cette époque-là et qui ont dû changer de métier parce que toutes leurs vignes étaient mortes et ils ne pouvaient plus vivre dans leur ferme. Où ces gens vont-ils aller? Moi, je sais très bien qu'à l'époque, sur la même période, les gens sont plus enclins à aller, par exemple, à Cholet, où il y a une nouvelle industrie textile qui s'est épanouie, avec un nouveau berceau d'emploi, ou qu'à telle autre période, il y aura les voies de chemin de fer qui sont en pleine construction et qui vont mobiliser beaucoup de personnes, et que les gens qui cherchent du travail vont aller sur ces chantiers-là. Voilà, tout ça, c'est une petite histoire qui est importante, parce qu'on ne peut pas faire des recherches partout, comme ça, un peu n'importe comment. Il faut avoir un feeling qui est orienté par une connaissance de l'histoire locale. Donc, c'est quelque chose qui est très important quand on fait des recherches. OK, et tu dois quand même t'appuyer, en fait, sur on va dire, des soutiens locaux, en fait, et notamment quand tu pars à l'étranger. Qui sont-ils, en fait? Quel type de profil et comment vous est-ce que ça veut dire qu'au fil des années, tu t'es construit, en fait, un espèce de réseau de Exactement, partenaires locaux dans tous les pays du monde, quoi? exactement ça. Alors, il faut savoir que moi, je suis dans une grosse société, on est 300 à travailler dedans, et on a un service étranger qui est à Paris, qui va nous aider lorsqu'on part sur certaines régions. Par exemple, quand je suis allé au Vietnam, j'ai travaillé avec une personne qui s'appelait Dang, qui m'a accompagné. C'est quelqu'un c'est un local, hein, et alors ça paraît tout bête, mais Dang, il m'a aidé au quotidien. D'abord pour accéder à l'état civil, parce qu'il ne faut pas croire qu'un Français qui arrive dans un pays communiste qu'est le Vietnam, il peut dire bonjour, je viens consulter vos registres d'état civil. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on nous ouvre les portes. Et pour ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui va nous dire comment ça fonctionne. Concrètement, ça nous arrive de backchicher. Quand je suis allé au Vietnam, j'ai backchiché pour avoir accès à certaines sources. Bien sûr. C'est pas des grosses sommes, mais moi, je sais pas, quand je vais au Vietnam, s'il faut donner 10 euros ou 30 ou 50 euros pour avancer ou plus. Donc voilà, il y a des gens qui ont d'abord un réseau local, qui ont une connaissance des us et coutumes locaux qui va nous permettre d'avancer. Je suis allé en Algérie là, il y a pas très longtemps, c'est pareil. Moi, je recherchais une femme qui était une fille de mon défunt. On n'arrive pas dans un bled comme ça en allant sonner pour rencontrer cette femme-là. Moi, je suis d'abord allé à la mosquée. J'ai parlé avec son fils et son père pendant 1 heure et demie avec la personne qui m'accompagnait. Alors, pourquoi la mosquée? Parce qu'on sait que c'est là où tout le monde se retrouve. Et dans le bled, il n'y a pas d'adresse comme ça peut se passer en France. On met une adresse sur Google et on arrive tout de suite devant la maison. Donc là, il y a des maisons qui sont disséminées sur une colline. Il y a la mosquée qui est un endroit où tout le monde va prier régulièrement. Et c'est en allant à la mosquée, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, qu'on apprend que telle personne, c'est le cousin, le fils, le machin. On arrive à rentrer, à savoir où est la famille. Et puis après, moi j'ai demandé l'autorisation là, à son mari de pouvoir rencontrer la jeune femme. Et j'ai dû parlementer et négocier pour pouvoir la rencontrer. Chaque pays a des particularités, des us et coutumes. Et on a besoin de personnes qui vont nous aider à rentrer justement dans ces us et coutumes, à les comprendre pour pouvoir avancer dans notre travail. Est-ce que tu es amené à travailler avec d'autres types de profils, tu vois, différents? Heu, Est-ce que tu peux être amené à travailler avec des détectives privés? Enfin, tu vois, j'en sais rien, d'autres types Alors, d'experts? c'est vrai qu'on évoque depuis tout à l'heure le terme de détective. Il faut savoir que finalement, un géologiste, c'est un détective qui est un peu spécialisé, puisqu'il doit rechercher des personnes qui sont héritiers. Alors, on fait de la généalogie, mais notre travail de généalogie implique qu'on doit aussi localiser ces personnes, qui est un travail de détective pur. Et la société que je représente, donc la société Coutereau Rig, on est aussi détective. Ça veut dire qu'on parle d'enquêteur privé. Bon,
légalement, et on est déclaré comme tel à la préfecture de police de Paris chaque année pour pouvoir exercer cette profession de détective. Parce que déterminer qui sont les héritiers, c'est une chose, mais où sont les héritiers, c'est autre chose. Parfois, Bien sûr. il y a des gens qui peuvent se cacher ou qui sont plus difficiles d'accès que d'autres. Oui, oui, j'ai cet exemple dans le livre où tu cherches un héritier qui est censé se trouver à La Réunion. Tu lui laisses un message, il met des mois avant de te répondre parce qu'en fait, finalement, le gars, il a laissé son portable à La Réunion, mais il est à Madagascar et, euh, et Ouais. voilà, et ça, c'est incroyable ça. Je me souviens très bien de ce dossier. C'est non pas qu'il avait laissé son portable à La Réunion, c'est qu'il habitait dans un coin de Madagascar où il n'y avait pas de réseau. Et il allait régulièrement pour s'amuser à La Réunion. C'était un Français qui était parti vivre à Madagascar. Donc il amenait son portable avec lui et il ne captait que quand il arrivait à Saint-Denis de La Réunion. Et là, il y avait tous ces messages qu'il a eus pendant plusieurs semaines qui s'affichaient. Et je lui avais laissé un message sur son téléphone. C'est sa fille qui n'avait plus de nouvelles de son père qui lui a donné le numéro de portable. Et il m'a rappelé plusieurs semaines après que je l'ai contacté. Ouais. Alors, parlons-en justement de ces délais. Je crois qu'il faut énormément de patience. En moyenne, combien de temps ça dure ce type de dossier entre le moment où le notaire, ou le premier contact, en gros, tu ouvres le dossier et le moment où tu fermes le dossier? C'est assez variable. Je pense qu'on peut parler de 6 mois pour une recherche classique. Parfois, ça va beaucoup plus vite. Et paradoxalement, c'est pas parce que c'est loin que c'est beaucoup plus long. Il y a parfois des dossiers qui se passent dans un environnement proche, qui sont complexes au niveau de la généalogie. Parfois, il y a des dossiers qui peuvent s'inscrire sur plusieurs années et se solder aussi par un échec au bout de plusieurs années. Là, je viens de terminer un dossier qui était sur le Vietnam. On a malheureusement échoué. Je n'ai pas réussi à retrouver la famille. Parce que quand on va dans des pays comme ça, on a un handicap, c'est qu'ils portent tous presque le même nom de famille. En France, on a la chance d'avoir une grande variété de noms de famille. D'ailleurs, on est le pays au monde où il y a la plus grande diversité de noms de famille, ce qui facilite les choses. Quand on va en Chine, dans tous les pays d'Asie, il y a peu de noms de famille. Par exemple, en Chine, il y a 3 000 noms de famille différents, alors qu'en France, il y a 1 200 000 noms de famille qui coexistent sur notre territoire. Ah, incroyable. Donc, ça peut être un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, on a des moyens détournés pour retrouver les personnes que l'état civil. Et notamment au Vietnam, j'avais bon espoir de retrouver la famille dans le même coin parce que là-bas, les gens gardent la maison familiale et quand on retrouve quelqu'un à un endroit à un moment, on peut penser que les successeurs sont au même endroit et ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas réussi à retrouver les héritiers de cette façon. Donc, Et donc, ça veut dire que tu n'as pas de deadline. C'est-à-dire l'État ne te dit pas on te laisse 2 ans, si dans 2 ans, c'est hop, on coupe, on estime que que c'est un échec et on récupère, quoi. La deadline, c'est le délai de prescription. C'est-à-dire qu'on ne peut pas hériter dans une période infinie. C'est les 10 ans, la prescription décennale que j'évoquais. Alors, petite question, moi je me demande, donc tu les retrouves, c'est un miracle, il faut les convaincre. Dans le cas où ils refusent, c'est donc un échec, et je crois que ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a des héritiers qui peuvent dire non, je ne signe pas ce papier, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, il y a 2 solutions qu'il faut distinguer. La première, c'est celle où l'héritier ne veut pas de la succession. Il se trouve que hériter d'une personne qu'on ne connaît pas, ça heurte parfois certains héritiers. Ils préfèrent renoncer à la succession. Donc, ils vont faire des démarches où ils ne sont plus acceptants, mais renonçant à la succession. On fait des démarches auprès du greffe du tribunal, on enregistre la renonciation. Ça, c'est une première solution. Il y a l'autre hypothèse où ils disent moi, je veux bien de la succession, mais je ne veux pas payer le généalogiste. Donc, je ne signe pas le contrat de révélation de succession. Parfois aussi, c'est par méconnaissance de l'ampleur de notre travail. En leur expliquant, quand ils comprennent tout ce qu'on a fait, ils disent oui, c'est quand même justifié, mais parfois, ça ne change rien. Donc, dans ce cas-là, on a une possibilité, c'est de saisir le juge en leur disant voilà, cette personne a hérité grâce au travail que j'ai pu effectuer. Et sur un fondement juridique, comme on appelle la gestion d'affaires, on va solliciter un honoraire qui nous sera accordé par le juge. Alors parfois, les juges prononcent des honoraires qui sont l'équivalent de ce qu'on aura pu obtenir dans un contrat en révélation de succession. Et parfois, c'est un peu moins. Mais généralement, ce n'est pas forcément une bonne solution pour l'héritier parce qu'on s'engage dans des frais de procédure, autant pour lui que pour moi. Lui a des avantages fiscaux qui sont un peu moins intéressants puisqu'il se déclare connaissant la succession depuis l'origine. Donc, s'il n'a pas payé les droits de succession dans les délais, il paye des pénalités. Au final, ce n'est pas forcément une solution qui est une bonne solution pour l'héritier. Ok, ça marche. Est-ce que tu as ce qu'on pourrait appeler des cold cases, quoi, des dossiers que tu n'as jamais terminés, qui te hantent et qui vont durer des années, justement, jusqu'à ce qu'il y ait ce droit de prescription? Ça m'est arrivé d'avoir des dossiers. J'ai eu, parce que les dossiers finalement qui nous trottent dans la tête, c'est des dossiers qui sont importants sur lesquels on n'arrive pas à aboutir. On se dit on ne peut pas laisser un tel patrimoine revenir à l'État.
et on n'a pas de certitude qu'il n'y ait pas d'héritier, parce que parfois, ça coince, une personne qui a disparu. Et ça m'est arrivé récemment. euh, j'ai une personne, alors l'histoire est assez étonnante parce qu'elle se retrouvait finalement 3 fois héritière dans 3 successions différentes. On m'avait sollicité pour 3 dossiers de succession. Quand il y avait la succession de ses parents, de sa tante et de son frère. Ah, donc à 3 moments différents, on m'interroge parce qu'il n'y a pas d'héritier. C'était cette personne qui était héritière et cette personne avait disparu dans les années 70 quand elle est partie au Népal. Elle avait 3 enfants qu'elle n'a jamais revus. Elle n'est jamais revenue du Népal. Elle est partie en voyage là-bas et on n'a jamais eu de nouvelles d'elle. Tout le monde a pensé qu'elle était décédée, qu'elle s'est fait attaquer par des bandits de grand chemin ou qu'elle avait abusé de drogue sur place. Et que... C'est plutôt ça à quoi je pensais, moi. Moi, c'est ce que je m'étais dit aussi. Enfin, bon. Et le 3e dossier pour lequel j'étais sollicité, je me suis dit, bon, je vais quand même faire des recherches approfondies. Et j'ai retrouvé cette personne en région lyonnaise. Elle vivait chez une dame. En fait, c'est une femme qui est marginalisée. Alors, on ne la retrouvait pas parce qu'elle demandait d'aide à personne. Donc, souvent, les gens les retrouvent parce qu'ils demandent des aides sociales et ils remplissent des dossiers administratifs. Mais elle, non, elle vivait chez cette dame-là. C'est une femme qui était quand même assez imprégnée par l'alcool, qui était un peu en marge de la société. En tout cas, je lui ai transmis une succession, 3 successions qui vont lui permettre de boire jusqu'à la fin de ses jours et généreusement. Voilà. Et ce qui est C'est incroyable. C'est comme gagner 3 fois au loto, quoi, quand même, là, la personne-là. Improbable. C'est ça. Mais alors, ce qui est très triste, c'est qu'elle a quand même 3 enfants qu'elle n'a jamais revus. Moi, je ne me suis pas permis, parce que ce n'est pas mon rôle non plus, d'avertir les enfants. Donc, je l'ai sensibilisé au fait que j'avais eu des contacts avec ses enfants, mais ses enfants sont convaincus qu'elle est morte. Ah, c'est terrible. C'est vraiment, t'es au milieu d'histoires familiales. Comment, justement, tu arrives à rester neutre? Comment tu arrives à garder ce détachement? Parce que je pense que, quand même, ça doit être pas facile. Moi, je n'ai pas de détachement, non, parce que justement, j'essaie toujours, quand j'ai un dossier comme ça, d'aller au-delà. J'essaie de comprendre. Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment de sa vie, on arrive à se dire, je ne veux plus voir mes enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un événement, il y a quelque chose. Comme une chose qui m'interpelle toujours, c'est moi, je suis très sollicité pour retrouver des enfants. On peut se dire, c'est quand même étonnant que quand une personne décède, on ne sait pas où sont les enfants qui ne voient plus leurs parents. Pourquoi ne voient-ils plus leurs parents? Alors, on imagine toujours des drames, des choses qui sont inquiétantes, et pas forcément. Parfois, c'est quelque chose du quotidien. J'aime raconter parce que on l'avait dit une fois, la personne avait quitté, était allée manger le dimanche le poulet chez ses parents et qu'elle avait trouvé trop grillé. Elle avait dit à sa mère que c'était dégueulasse, qu'elle cuisinait mal. Le ton a monté. Il est parti en claquant la porte. Il n'est jamais revenu. Et on arrive, nous, 20 ou 30 ans après, pour retrouver cette personne parce qu'il n'y a plus de contact et les gens ont bougé. Et on se dit, c'est quand même dommage que les gens ne soient pas réconciliés, surtout que souvent, on se rend compte que c'est un peu l'ego de chacun qui fait qu'on ne se réconcilie pas, mais on a toujours un espoir de réconciliation et on n'imagine pas qu'un jour la mort interviendra avec ce point de non-retour. Et moi, ça m'arrive dans mon environnement de rencontrer des gens aujourd'hui qui sont en souffrance avec leurs parents pour diverses raisons. Et j'ai toujours tendance à les inciter de renouer avec leurs parents parce que justement, je me rends compte dans mon métier que quand arrive la mort, c'est-à-dire ce point de non-retour, donc on ne peut plus changer les choses après. Et j'allais justement te poser la question à titre personnel. Qu'est-ce que ça t'apporte? Quelle leçon ça te donne sur la vie? Est-ce qu'il y a celle-ci, évidemment? Est-ce qu'il y en a une autre? Alors, moi, déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, au travers de tous les malheurs que je peux voir dans ces dossiers, ça me permet d'apprécier la vie. Je me dis que ma vie est belle et que j'ai beaucoup de chance. Parce qu'on relativise beaucoup à l'aune de ce que peuvent vivre les autres. Plus intimement, par rapport à mes enfants notamment, ça m'est arrivé parfois de me fâcher avec mes enfants. Bon, je me suis jamais vraiment fâché dans le dur, mais j'ai toujours eu à l'esprit ces histoires de famille qui, pour des choses anodines, vont faire qu'il va y avoir un grand virage qui va être opéré dans la famille pour que ça n'arrive jamais chez moi. Donc je fais attention à ça, parce que je sais très bien que parfois le ton peut monter, on peut dire plus que ce que l'on a envie de dire. Je cherche à éviter ce genre de choses. Incroyable, mais tu as entièrement raison. Bon, j'essaierai de garder ça en tête. Savoir qu'un dossier, il y a un effet miroir dans chacun de nos dossiers. Ça nous renvoie forcément à nous ou à des amis qui sont dans la même situation, qui ressemblent. Finalement, les gens se ressemblent tous plus ou moins les uns les autres. Enfin, il y a des grandes catégories, mais on retrouve dans nos dossiers des gens qui sont autour de nous et qui nous sont chers. Donc forcément, ça nous ramène à eux et à nos vies. Je me posais une question pendant que je préparais l'interview, en fait. Moi, j'avais la sensation, mais je crois que tu m'as un peu contredit en intro, donc je suis curieuse d'avoir ta réponse. Je me disais que je me demandais quel était l'avenir de votre profession, dans la mesure où moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de secrets de famille parce que justement, la société se libère.
Et il y a également, tout est beaucoup plus digitalisé, donc les naissances, enfin, on peut plus retracer facilement en fait finalement l'historique et l'histoire de la personne. Du coup, je me disais, mais finalement, à l'aune de tout ça, est-ce qu'il y a encore un avenir à cette profession, tu vois, et est-ce que ça va dans le bon sens cette évolution par rapport à votre métier, quoi? Je comprends tout à fait la question et c'est souvent une question qu'on nous pose. Tout le monde imagine que c'est exceptionnel. Alors, pour dire que ça n'est pas tant que ça, il faut savoir qu'il y a à peu près 600 000 à 650 000 morts par an en France. Il y a à peu près 15 000 dossiers de généalogie qui s'ouvrent. Donc, c'est des choses quand même, C'est énorme. on n'est pas dans l'exception. Il y a plus de secrets de famille, beaucoup moins. C'est des choses qui sont beaucoup plus rares. Par contre, il y a un éclatement des familles qui n'existait pas autrefois. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est pas rare qu'une personne, dans sa vie d'adulte, ait plusieurs vies. Peut avoir deux mariages, deux vies qui ne s'inscrivent pas dans le mariage, mais avec des enfants. Tout ça, ça rend les choses de plus en plus complexes pour le notaire qui doit régler la succession à la fin de la vie d'une personne, puisqu'il doit tout retracer. Et puis, c'est compliqué pour lui parce que la personne a beaucoup bougé, parce qu'au moment où il décède, il n'y a plus de témoins, ou il y a des témoins simplement d'une période de sa vie. C'est qu'on on dit aujourd'hui qu'on décède à 80 ans, qu'on a un ami de 30 ans, ça ne veut plus rien dire du tout. Parce que entre 20 et 50 ans, la personne a pu faire plein de choses. Oui, oui. Savoir qu'aujourd'hui, il y a des souffrances encore chez les hommes et que c'est pas rare qu'on a connu une grande souffrance, notamment dans une vie affective, qu'on veuille fermer le chapitre pour en rouvrir un autre et réécrire une nouvelle histoire. J'ai eu un dossier qui m'a marqué il y a 2-3 ans. Je devais retrouver les enfants d'un premier lit, puisque je savais que mon défunt s'était marié 2 fois. Du deuxième lit, il avait 2 enfants, Jackie et Marie-Claude. Mais je ne savais pas s'il avait des enfants du premier lit. Le notaire me dit, vous vérifiez, j'ai vu qu'il y avait une mention de divorce. Il a été marié, est-ce qu'il a eu des enfants dans son premier mariage? J'ai retrouvé 2 autres enfants, Jackie et Marie-Claude. Donc, dans ma succession, j'avais 2 Jackie et 2 Marie-Claude, qui étaient les 4 Mais non. enfants. Pourquoi? Ça fait sourire, mais la réalité, c'est que derrière, il y a eu une grande souffrance. Ce monsieur, il a divorcé, le divorce s'est pas bien passé, il n'a pas eu la garde de ses enfants. Il a abandonné derrière lui Jackie et Marie-Claude, qu'il aimait pourtant beaucoup. Et il a eu, ce qu'il a poursuivi dans son deuxième mariage, c'est de reconstruire cette vie qu'il avait perdue. Et il a donné à ses 2 nouveaux enfants le nom des enfants qu'il avait perdus. C'est incroyable. Ça fait rire comme ça, mais c'est aussi beaucoup Non, je de souriais parce que j'imaginais la découverte des enfants quoi, respectifs. Quoi. C'est-à-dire, tu te retournes et tu te dis qu'il y a ton père qui quelque part, il t'a reproduit. C'est Quoi. un autre problème. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est une autre difficulté, c'est qu'il y a de la souffrance aussi. À partir du moment où on découvre ça, c'est qu'il y a un autre pan de la vie de notre papa qui s'ouvre. C'est difficile à accepter. Quand on apprend, moi j'ai eu le cas il y a récemment aussi, qu'une maman, avant de se marier, elle était mariée, elle avait 4 enfants. Et arrive un matin chez le notaire, alors que le dossier de succession a débuté, une lettre d'un corbeau qui dit que Madame Untel a eu des enfants avant de se marier. La notaire m'appelle, elle me dit, Damien, j'ai reçu une lettre, c'est vraiment bizarre, j'ai jamais vu ça. Elle me dit, je pensais que c'était une blague, mais je préfère quand même que tu vérifies parce qu'on ne sait jamais. Il y a quand même des enjeux patrimoniaux qui ne sont pas négligeables. Je fais une recherche et je découvre que ma défunte, donc qui s'était mariée à 25 ans, qui avait eu 4 enfants, vie classique, quand elle avait 17 et 19 ans, elle avait eu 2 enfants qu'elle n'avait pas élevés parce qu'elle n'avait pas les moyens, qu'elle avait laissés à l'assistance publique, bien que les ayant reconnus. Donc elle les a abandonnés. Et je les ai retrouvés dans le sud de la France. Le choc et la souffrance des enfants issus du mariage quand ils ont découvert qu'ils avaient 2 demi-sœurs qui habitaient dans le sud de la France. Et d'ailleurs, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont tous réagi d'une façon très différente. Il n'y a que l'aîné de la famille qui a accepté d'aller voir ses demi-sœurs, que j'ai représentées dans le règlement de la succession. Et j'ai reparlé après avec cette aînée quand elle était descendue à Montpellier rencontrer sa demi-sœur, qui m'a dit qu'elle avait eu un choc, elle, quand elle a ouvert la porte, parce qu'elle est allée voir sa demi-sœur à son domicile. Et elle a découvert, en ouvrant la porte, sa mère avec 20 ans de moins. C'est-à-dire qu'il y a une ressemblance physique entre l'aîné de la fratrie et sa mère, qui était... il y avait une signature biologique, génétique. Voilà. C'est Donc, incroyable. voilà, c'est des dossiers, c'est des choses qui peuvent chambouler la vie d'une famille ou d'une personne.
Mmh. Et c'est Tu là que disais tout à l'heure aussi qu'on est beaucoup plus en mouvement et c'est vrai que ça m'a fait penser à une histoire dans le livre justement sur une femme. Vous finissez par retrouver l'héritier parce que d'un coup vous vous dites: «Mais cette personne a vécu, 30 ans au même endroit, donc elle a forcément un voisin qui était aussi, son voisin pendant des années». Vous le retrouvez, vous allez dans sa maison de retraite et c'est comme ça que vous remontez la piste, parce que, dans la discussion, cet homme, vous parle d'un héritier potentiel, quoi. Aujourd'hui, vu l'anonymat dans Paris, vu qu'on déménage tous les 3 ans, moi je pense qu'honnêtement, si j'ai une histoire comme ça, mes voisins ne sauront pas vous aider du tout, hein. Ça, c'est une évidence. Donc c'est en ça, effectivement, je pense que la société évolue et complexifie ce que je n'avais pas imaginé, mais votre métier, quoi. Mmh. c'est ça. Ouais. Voilà, vous avez écrit un livre, alors je dis vous parce que vous avez été, plusieurs à l'écrire, ce livre. Vous avez, tu participes à une émission, hein, des reportages télé. Pourquoi en fait? Quel est le but derrière ça? Quel est ton objectif? Alors, moi déjà, je ne fais pas de mé je n'ai pas de métier, j'ai une passion. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, en épousant le métier de généalogiste, de vivre, heureux au quotidien en travaillant. C'est vraiment ça et chaque année, c'est une nouvelle surprise parce que la surprise guette en permanence le généalogiste. Je ne sais pas vers quels horizons je vais me destiner l'année prochaine. Cette année, je suis encore rentré dans des univers que je ne soupçonnais pas l'année dernière. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est merveilleux. Cette année, par exemple, je suis parti au Mexique rechercher une héritière à Mexico. C'était une vraie aventure. J'ai réglé une succession extraordinaire qui a été d'ailleurs tournée par une équipe de télé qui sera diffusée l'année prochaine, au début de l'année prochaine, dans la série Recherche héritier. Bon, c'est des choses qui sont un peu magiques hein, de faire ces dossiers-là. Le fait de l'écrire, le fait de le diffuser à la télé, ça permet deux choses. Ça permet d'abord de raconter des belles histoires, parce que j'aime faire partager l'amour de mon métier. Et puis, ça permet aussi de corriger, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues par rapport à un métier qui essaye de le raconter d'une manière différente. Moi, il y avait eu un complément d'enquête qui avait été fait sur le métier de généalogiste à l'occasion de la faillite d'un généalogiste qui reste exceptionnel, puisque il n'y a qu'une grosse faillite dans la généalogie du dernier siècle. Hein. Et il y avait des choses qui avaient été dites que je ne pouvais pas accepter. En tout cas, quand j'avais regardé cette émission, quand ça s'était terminé, bah, ça m'avait attristé parce que finalement, on avait parlé d'une façon déformée de ma profession. Et j'ai eu à cœur de montrer la réalité de mon métier à la télé pour voir, bah, pour raconter aussi de belles histoires, parce qu'il y a des histoires qui sont nettement moins intéressantes, parfois qui sont pénibles même dans les recherches. Mais il y a beaucoup de belles choses et j'avais à cœur de les faire partager. D'accord, c'est exactement pour cette raison. Alors, est-ce que, tu peux, quel est dans toutes, tes 20 ans de carrière, le plus beau cas ou celui qui t'a, soit le plus touché, soit le plus marqué? C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui m'ont marqué ou qui m'ont touché pour des raisons différentes. Dans les histoires que j'aime, il y a ces histoires où on est la fée qui ne se penche pas sur un berceau, mais sur une existence avancée pour changer la vie de la personne. Quelqu'un qui a vécu dans des conditions difficiles, sans argent, à qui on va apporter une fortune, ça peut arriver, c'est rare, qui va changer sa vie, son lendemain. C'est des choses qui sont magiques. Moi, j'ai une petite dame qui m'écrit tous les ans pour me souhaiter mes vœux. Cette femme-là, elle a une vie, ses maris l'ont malmenée, elle n'avait pas d'argent et elle s'est achetée avec son patron une petite maison et c'est son plus grand bonheur. Elle m'a envoyé un faire-part de mariage il y a 2 3 ans. Elle s'est mariée à 75 ans. Et à chaque Génial. fois, elle me dit que c'est grâce à moi que tout ça arrive. Et alors, quand je reçois cette petite carte, c'est forcément magique parce on est content. Même si on ne fait pas des choses extraordinaires dans notre quotidien, on a quand même notre vie professionnelle qui est jonchée de belles histoires. Et ça, c'est des choses qui rendent vraiment heureux. Bon, en tout cas, moi, à la lecture du livre, je pense il y en a des centaines, hein, des histoires comme ça, parce que et elles étaient toutes plus magiques les unes que les autres, en fait. Enfin, magiques quand je dis ça, mais il y avait évidemment de la tristesse, hein, et c'est des parcours compliqués, mais, Et mais on sent qu'on est. Enfin, il y a une certaine utilité, quoi, qui est cruciale, quoi. j'aimerais préciser, comme il y a des histoires qui me rendent heureux, c'est ces histoires où je vais apporter un gros patrimoine qui va changer la vie des gens. Et les histoires qui me rendent fier, c'est les histoires où je vais transmettre, où je vais aider quelqu'un à passer un cap dans sa vie. Alors, je pense là à un dossier, par exemple, à qui j'ai permis à un monsieur qui doit avoir 60 ans aujourd'hui de découvrir qui était son papa, parce qu'il avait été avec son frère abandonné par son papa quand il avait lui avait 5 ans et son frère 8 ans. Je l'ai retrouvé à l'occasion de la succession de son papa. Il ne savait pas quel était le visage de son papa. Il n'avait aucun souvenir. Et c'est quelque chose qu'il avait hanté, qu'il avait habité toute sa vie. Parce que sur la cour de récréation, quand il était jeune, mais il n'avait pas de papa, c'était très dur dans la société dans laquelle il vivait à l'époque, puisque
On était plutôt dans des situations qui étaient toujours classiques. Je l'ai amené dans la maison de son papa à l'occasion de l'inventaire. Il n'avait pas dormi 3 nuits avant, tellement c'était stressant et angoissant de vivre ce moment-là. Et quand je suis arrivé dans la cuisine, il y avait une photo de son papa sur le mur et il est resté, je sais pas, 10 minutes à regarder la photo de son papa. Et ce monsieur-là, je suis régulièrement en contact avec lui parce que ça avait été un moment difficile et je suis fier d'avoir aidé ce monsieur à passer ce cap et l'avoir fait avancer dans sa vie personnelle à ce moment-là de sa vie. Petite question, du coup, tu as fait l'arbre généalogique de ta famille sur 15 générations ou pas? Même pas, puisque j'ai un oncle qui avait fait le travail. Ah, Et c'est vrai que moi, la recherche en tant que telle, c'est pas quelque chose je suis pas un passionné de la recherche. Finalement, à titre, la généalogie, ce que j'aime dans mon métier, ce sont les gens, les vivants. Voilà, j'aime comprendre pourquoi ces gens ont eu telle vie, pourquoi il y a eu ces traumatismes, qu'est-ce qui les a rendus heureux. Moi, c'est les rencontres qui me plaisent beaucoup. Ou les univers d'accord. que je suis amené à évoluer. Alors justement, pour conclure, j'allais te demander justement quelles étaient tes joies et tes fiertés d'exercer ce métier. Je crois que tu nous l'as un peu dit, hein, tout au long du reportage, mais si tu devais les résumer en quelques mots? Je pense que ma joie, ma chance, c'est d'évoluer dans un métier qui est très humain, puisqu'on est au cœur de la vie des familles. Donc les familles, c'est ce qui nous touche quand même. On est tous touchés par sa famille. Hein, c'est important pour tout le monde, une famille. Mes joies, c'est parfois d'aller transmettre un peu de bonheur au travers d'un patrimoine. Et ma fierté aussi, c'est de savoir accompagner le mieux possible qu'il soit les gens dans des moments difficiles. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des difficultés dans ton métier? Parce que ça, on n'en a pas du tout parlé, on a brossé enfin si, on a dit la difficulté de vivre des destins compliqués, si, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Il y a plein de difficultés. Il y a des recherches qui sont compliquées, d'ailleurs, qui n'aboutissent pas. Ça fait partie du métier. Au début, c'est plus difficile à vivre. Et puis après, on s'habitue. Une contrariété de découvrir un testament quand on a passé des mois de recherche sur un dossier, c'est aussi difficile à vivre. Même si on a l'habitude, puis on relativise. Et puis, il y a les difficultés du quotidien, des héritiers qui sont compliqués à gérer, puis des dossiers qui techniquement sont pas simples. Mais tout ça, ça se fait. On le prend de plus en plus avec le temps, avec plus de légèreté. Et on arrive à relativiser. Alors, quelle qualité pour toi il faut avoir pour être un bon généalogiste successoral? Alors, je pense qu'il faut de l'empathie parce qu'on évolue dans un monde d'hommes et on ne peut pas porter les hommes que sous un aspect technique. Donc, et surtout qu'on touche à leur vie personnelle au travers de leur famille. Donc, cette empathie est nécessaire. Il faut aimer les gens et il faut aimer tout le monde parce que on travaille avec des gens qui ont des profils très différents. Donc, il faut essayer de comprendre nos interlocuteurs, les gens avec qui on travaille, enfin, sur qui on travaille. Il faut être obstiné parce que c'est souvent qu'on a un genou à terre parce qu'on on n'arrive plus à progresser dans le dossier. Si on n'arrive pas à rentrer par la porte, il faudra rentrer par la fenêtre, mais il faudra avancer. Donc, il ne faut rien lâcher. Et la pugnacité, c'est ce qui fait qu'on aboutit dans un dossier. Voilà, c'est déjà des C'est qualités. pas mal, hein, déjà. Il faut être rigoureux. On ne peut pas se permettre un jour, je travaille sur le nom de famille, par exemple Martin, on doit faire ce qu'on appelle une battue d'état civil, donc on a plein de registres d'état civil à vérifier. On ne peut pas se dire à la moitié du chemin, bon, là j'en ai ras-le-bol, je ne vais pas le faire, parce que là on oublie un héritier, et on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une grosse responsabilité qui pourrait s'annoncer, donc il faut être méticuleux et rigoureux à tout moment de notre dossier. Mmh. Alors s'il y a des jeunes gens qui, rêvent de faire ce métier et se disent: «Bah, voilà, je me lance», quel conseil tu leur donnerais à ces gens-là? Alors moi je pense que même si c'est un métier qui est difficilement accessible parce qu'il y a peu de postes, c'est pas un métier où il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a 1000 personnes qui travaillent dans la généalogie en France, hein. Donc c'est pas beaucoup. La chance sourit aux audacieux. Il faut provoquer sa chance. Il y a des gens qui sont passionnés de généalogie, qui en font un titre personnel. C'est le meilleur conseil que je peux leur donner pour ceux qui veulent se lancer dans le métier, c'est de commencer la généalogie de leur côté, en travaillant sur leur famille, sur la famille d'amis, et puis de ne pas hésiter à aller frapper à une porte d'un généalogiste en leur disant, en leur demandant de faire des stages non rémunérés. Moi, j'ai plusieurs personnes qui ont fini par être embauchées dans la société, qui sont arrivées jeunes, qui venaient pendant leurs vacances passer un mois, faire des recherches. Là, j'en ai un actuellement qui est venu cet été, il reviendra l'année prochaine. Ouais, je sais qu'il finira généalogiste parce qu'il a compris que si on veut quelque chose, il faut prendre les moyens. Génial. Je vais venir en stage. Alors plus globalement, à toutes les personnes, et là je m'adresse à tous ceux qui peuvent nous écouter, qui sont en quête d'orientation, de reconversion, voilà. Là, ça c'est un conseil plus global. Qu'est-ce que tu pourrais leur passer comme message ou quel bon conseil d'orientation tu as reçu, tu souhaiterais transmettre? Alors moi, j'ai un conseil à transmettre à tout le monde parce que c'est quelque chose que j'ai compris plutôt tardivement, mais qui, je trouve, est nécessaire
pour être heureux, c'est « soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est une petite phrase que j'avais trouvée sur LinkedIn et qui m'accompagne aujourd'hui. C'est qu'il faut vraiment être soi. C'est-à-dire que si quelqu'un veut être généalogiste ou faire n'importe quel métier, eh ben, qu'il ose. C'est pas parce que son voisin va lui dire non, ça c'est pas bien, tu pourrais faire mieux parce que tel métier c'est mieux, qu'il faut qu'il s'éloigne de ce qu'il a envie de faire. Parce que il y a des gens qui sont faits pour un métier et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche. Et ce sera la meilleure façon d'être heureux. Et puis comme je le disais, la chance sourit aux audacieux. Il ne faut pas hésiter d'aller de l'avant parce qu'aujourd'hui on a plus tendance à subir qu'être acteur de notre vie. C'est un peu une tendance. Il faut oser. Et puis c'est en aller en frappant à la porte, en faisant des choses qui ne sont pas rémunérées aussi, parce que je sais qu'aujourd'hui on se dit non, on ne va pas passer du temps si on ne gagne pas d'argent. Faire des choses gratuitement aussi, ça permet aussi d'en gagner plus tard. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est donner pour recevoir, quoi, aussi. Exactement. Bon, et est-ce que si on veut te contacter, on fait comment ? Par LinkedIn, je pense qu'il y a mon site sur Damien Gérard, généalogiste, on trouve assez facilement mes coordonnées. Et tu réponds, puisque je t'ai contacté via LinkedIn. Je réponds. Je vois régulièrement des jeunes personnes qui sont, ou moins jeunes, qui sont en conversion, qui sont très motivées. Et alors, j'ai à cœur toujours de répondre parce que il y a des gens parfois qui sont une mauvaise idée du métier, puis il y en a qui sont très motivés et j'ai à cœur aussi, parce que j'ai des enfants qui ont leur âge, donc je me dis que si c'était mes enfants qui faisaient cette démarche, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse les conseiller ou les orienter. C'est sympa. En tout cas, merci beaucoup pour tout le temps que tu nous as consacré, parce qu'on a été très bavards, mais j'avais 1 milliard de questions à te poser aussi. Je te remercie énormément. Tu sais que le rituel, en fait, dans le podcast, c'est avant de se quitter, je demande toujours à mes invités de faire un petit passage de flambeau, on va dire, et de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Alors, est-ce que tu as pu y réfléchir ? Oui, j'ai réfléchi. Il y a un métier qui m'est venu naturellement, puisque c'est un métier avec lequel je travaille presque au quotidien. C'est le métier de commissaire-priseur. Alors, commissaire-priseur, c'est la personne qui va expertiser les objets et qui va organiser des ventes aux enchères pour vendre ces objets. Un objet, ça va transmettre une histoire aussi, parce que derrière un objet, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir une expertise technique, il y a un talent, il y a plein de choses. C'est un monde qui est un peu magique et qui, comme la généalogie, mais d'une manière différente, va emmener vers des horizons très variés. Je veux bien croire. C'est des gens qui sont en plus très cultivés, parce que pour faire ce métier-là, il faut avoir fait des études et avoir une grande culture. Et c'est toujours des gens qui sont très passionnants. Ah, j'adore. Et je me demande, dans le bouquin, il n'y a pas un passage où vous découvrez un tout petit tableau d'un chérubin ? Non, je me trompe ou pas ? C'est ça ? J'ai eu la chance d'avoir dans un de mes dossiers un tableau d'Artemisia Gentileschi, qui est une grande peintre du XVIIIe siècle. Le tableau qui figurait dans une cuisine à côté d'un porte-manteau, on l'avait prisé 80 €. Et puis en creusant, la commissaire-priseur, justement, avait une signature, elle a eu un doute, elle a fait faire des études sur le tableau. On a vendu le tableau 240 000 €. Incroyable. En salle des ventes. Oui, et ce qui était marrant, c'était que dans le livre, en tout cas, vous racontez que vous rentrez et tout de suite, ce truc, il vous tape dans l'œil, quoi. Mais sans avoir une conscience de la valeur, en fait. C'est juste, ça vous a attiré l'œil et je crois tous les deux, vous dites, mais il est beau quand même, ce chérubin. Et puis hop, vous passez à autre chose. Et entre un bel objet qu'on pourrait valoriser quelques centaines d'euros et un tableau de maître qui vaut 240 000 €, on n'avait pas réalisé ce qu'on avait en face de nous. Exactement, mais c'est ça qui est magique. Donc, je vais avoir plein de questions à poser au commissaire-priseur. Ça va être super intéressant. Merci beaucoup, Damien. Merci. Je te souhaite une très bonne journée et hâte de voir votre nouveau reportage, votre nouvelle série télé. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres livres en perspective. Franchement, en tout cas, il faut me prévenir parce que je serai la première cliente. Avec grand plaisir. Okay. Merci beaucoup pour cet entretien. À très bientôt. Au revoir Damien. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi. Alors si vous voulez rentrer en contact avec Damien, rien de plus simple, rendez-vous sur son profil LinkedIn Damien Gérard. Et aussi, petit coup de promo, mais je peux que vous inviter à regarder en replay la saison 1 des Chasseurs d'héritiers et également acheter le super livre Chasseurs d'héritiers, vraiment qui est un très très beau bouquin. Alors si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité vraiment à ce super métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast qui est très important. Et puis surtout, mon mantra, faites du bruit, parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, à votre voisin journaliste. S'il vous plaît, aidez-nous à faire voyager le podcast.
À dimanche prochain pour la découverte d'un nouveau métier. Et vraiment, d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous. Ciao!